Bonjour à tous et bienvenue à la Minute de Sacha. Aujourd'hui, je reçois Jean Bernier, candidat à la mairie. On va parler de ce parcours, de ce qui l'a poussé à se présenter et surtout de sa vision pour l'avenir de notre municipalité. C'est toujours intéressant de découvrir les personnes qui souhaitent s'impliquer pour faire bouger les choses. Alors restez avec nous et bonne écoute à vous tous. Bonsoir Jean, tu vas bien? Bonsoir, ça va très bien. Toi, Sacha? Ben oui, ça va super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour ce podcast. Tu es mon dernier candidat, en fait, que je vais interviewer ce soir. J'aimerais ça que tu te présentes à quelques mots pour savoir t'es qui et pour ceux qui te connaissent pas. Moi, je suis originaire de la ville de Québec. Puis après mon diplôme universitaire en administration des affaires, j'avais été influencé par mon père qui était un homme d'affaires. J'ai commencé à travailler pour une compagnie qui s'appelle Procter & Gamble, qui est une multinationale américaine. Puis j'ai monté les échelons. J'ai commencé comme représentant des ventes dans les magasins de détail, etc., etc. Puis j'ai monté les échelons jusqu'à directeur des ventes du Québec. Je suis allé comme vice-président après ça chez Adrien Gagnon, la première fois que j'ai été exécutif de compagnie. J'ai été vice-président des ventes du marketing là, pendant 6 ans. Après ça, pendant 15 ans, j'ai été vice-président des ventes du Canada pour AgroPure, division des fromages fins. Et puis, ce qui m'a amené ici, c'est Citadel, dans la division du sirop d'érable. Toujours comme exécutif, j'étais directeur des ventes pour le monde. Là, j'avais des directeurs de vente qui se reportaient à moi un peu partout dans le monde. Fait que j'avais à voyager beaucoup, 70 à 90 nuits d'hôtel par année. Alors, à mon entrevue finale, quand on s'est entendu sur les conditions, je leur ai demandé, y aurait-tu une place, là, plus en nature que Plessis ou Princeville ou même Victo, parce que je voulais pas insulter les gens qui m'interviewaient. Je savais qu'ils restaient probablement dans ces régions-là. J'ai dit, écoutez, moi, j'aimerais ça me rapprocher de la nature, peut-être s'il y a un lac, etc., etc. Puis on m'a fait manger au manoir du lac William ce midi-là. Puis je suis tombé en amour avec le lac, la région, les Appalaches, puis c'est resté depuis ça là. Alors moi, je suis arrivé ici en 2012. Et puis, ça fait 13 ans que je suis un fier citoyen de Saint-Ferdinand. Faut dire que Saint-Ferdinand, juste les paysages, c'est tellement beau à voir. Là. Absolument, absolument. Moi, j'ai la même sensation. Tu sais, quand on arrive en haut de la côte, là, puis on voit le lac au loin, là, quand on commence à descendre vers la municipalité, j'ai comme un sentiment de bien-être, de relaxation. C'est vrai. C'est comme ça me touche à chaque fois. Puis quand je rentre dans ma maison, bien, je suis très à l'aise, je suis très détendu. Puis je la vendrais pas pour ça. Tu sais, quelqu'un arriverait ici et dirait, hey Jean, c'est formidable ici, comment tu es organisé, je te donne 200 000 de plus. Non, ça m'intéresse pas. J'ai tellement mis de temps ici au niveau de l'aménagement paysager, puis faire tout ce que j'ai changé, là, je veux pas. Alors, c'est comme un acquis, là, c'est comme une espèce d'accomplissement, puis je veux garder mon accomplissement pour moi. Qu'est-ce qui t'a donné envie, à fait, de te lancer dans la course pour la mairie? Ben, j'ai décidé de m'intéresser à la politique municipale ici à Saint-Ferdinand il y a 3 ans, quand on a eu un gros changement au niveau de l'évaluation foncière de nos maisons comme telles. Alors, j'ai eu une grosse augmentation de taxes. Et puis, je me suis dit, je vais au moins m'intéresser à ce qui se passe au conseil de ville pour voir comment ils dépensent cet argent-là. Et puis, de fil en aiguille, au fil du temps, j'ai trouvé que le conseil, malheureusement, était un petit peu opaque au niveau des réponses qu'il pouvait nous fournir. Puis, c'était un petit peu frustrant. Puis, les gens qui sont là de façon régulière au conseil, c'est souvent les mêmes. Moi, j'y allais à peu près 3 fois sur 4, 3 sessions sur 4 à peu près, 75% des conseils, je suis là. Alors, je suis capable de suivre les gros enjeux, qu'ils soient petits, gros, qu'ils soient négatifs, positifs, je suis capable de suivre tout ça. Puis j'ai des gens qui vont au conseil, tout comme moi, qui ressentaient la même frustration, disons. Alors, moi, je savais que j'allais prendre ma retraite finalement en mars 2025. En février 2025, j'ai commencé à parler des gens qui il faudrait changer ça, il faudrait avoir une approche différente, il faudrait être en mesure de répondre aux citoyens de façon plus claire, plus transparente, etc., etc. Alors, on a commencé à discuter, puis moi, ce que j'ai fait, je voulais qu'on trouve quelqu'un de beaucoup plus connu que Jean Bernier pour se présenter à la mairie. Alors, j'ai contacté des personnes que je ne peux pas te nommer, mais j'ai contacté des personnes que j'ai approchées pour qu'ils se présentent maire ici. Il était beaucoup plus connu que moi, il y avait une
plus grande notoriété que moi ici, évidemment. Puis tout le monde disait non. Puis par personne interposée après, je me disais, c'est-tu moi? C'est moi qui pense pas? C'est par personne interposée avec des gens encore importants. D'autres personnes ont été approchées. Puis la réponse était tout le temps non, je suis pas prêt à faire ça, je veux pas. Puis il faut comprendre une chose, la politique municipale, c'est assez prenant. Tu sais, moi, je quittais là, une job de pré-retraite là, où je travaillais 3 jours semaine, les mardis, mercredis et jeudis. Puis là, il fallait que, si je m'engageais, il fallait que je dise à ma conjointe, écoute, là, j'étais 3 jours semaine, mais je risque de m'embarquer, dans une campagne électorale qui peut être longue, puis 2, après ça, si je gagne, ben c'est 4 ans. 4 ans non-stop, puis 4 ans, 7 jours sur 7. Là. Tu sais jamais ce qui peut arriver à tous les jours, puis il faut que tu sois aux aguets, etc., etc. Alors, ma conjointe, Nathalie, m'a supporté dans ça, positivement, puis elle a dit, vas-y. Alors, elle travaille à Victoriaville, à la multinationale Laboratoire Abbott, et puis, comme elle travaille encore pour un bon bout de temps, elle va travailler là encore une dizaine d'années, d'après moi, ben c'est là qu'elle m'a donné le push pour que je puisse repartir une deuxième carrière, potentiellement. Alors, évidemment, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai vu ça, j'ai parlé aux gens avec qui j'avais déjà échangé sur la chose, puis les gens ont trouvé que c'était correct. Avec le profil que j'avais, le background que j'avais en administration des affaires et en gestion, ils se sont dit, vas-y, t'es d'attaque, on va supporter. Puis très tôt, ben, j'ai été capable de recruter des partenaires dans mon équipe. Et puis, alors, on parle de Sylvie Gingras, de Carole Comtois, de Yvan Fecteau, puis de Silvio Larose. Puis les 2 derniers, c'est un contact de Silvio. J'étais chez Silvio à un moment donné, puis il y a un jeune homme qui arrive, Martin Bourassa, puis avec sa moto. Silvio est amateur de moto aussi, puis on se présente. Puis on avait un ami très cher qui était commun à nous deux, sans le savoir, sans le savoir. Alors, Martin a décidé de se présenter pour moi dans le district numéro 1, le district où je réside. Puis la personne la plus difficile à recruter, ça a été la personne pour Vianney. Parce qu'il faut comprendre que Vianney, le district 2, c'est le fief de M. Charlebois. Alors, pas grand monde voulait se présenter dans le fief de M. Charlebois, mais finalement, la personne qu'on a recrutée, Cathy Auger, est formidable. C'est une jeune femme qui travaille à la produit d'érable Saint-Ferdinand, à Irlande, et puis elle est responsable du contrôle de la qualité. C'est une personne très méthodique, très ordonnée, très cartésienne, très dynamique, beaucoup de caractère. Puis d'ailleurs, les 6 dans mon équipe ont beaucoup de caractère. Alors, j'étais très content au final quand Cathy a dit oui. Puis là, on pouvait s'annoncer comme une équipe. Puis ils m'ont dit, moi j'avais toutes sortes de noms d'équipes pour entre guillemets, la formation qu'on présentait. Puis tout le monde disait, non Jean, vois-tu, t'es le gars le moins connu de la gang. Nous, on va se présenter sous l'égide de équipe Jean Bernier. Là, j'étais pas sûr. Je me disais, est-ce que ça fait égo gonflé ou quoi que ce soit? Puis à un moment donné, j'ai dit, OK, ça fait du bon sens. Là, mon nom est moins connu que vous tous. Là, alors, on va y aller comme ça. Puis c'est comme ça que ça s'est décidé. Si tu devrais décrire la vision de la municipalité à 3 mots, laquelle que tu choisirais? La vision de la municipalité que je veux avoir pour le futur ou la vision actuelle que je veux pour la municipalité? Mettons actuelle. Actuelle, en 3 mots, je dirais ouverture, nature, bien-être. Et ouverture des gens à la nature qui nous entoure, puis le bien-être qu'on peut ressentir avec les gens et avec la nature. Quelle est ton expérience dans le milieu municipal ou, mettons, communautaire? Ben, tu sais, au niveau communautaire, les 5 dernières années de ma vie, j'étais en semi-retraite. Là, j'ai 70 ans maintenant, mais j'étais en semi-retraite. Alors, en février 2020, j'avais terminé un contrat avec Sucre Lantique. Puis là, je ne savais pas si j'allais chercher un autre contrat, si j'allais choisir un défi plus gros, plus exaltant, quoi que ce soit. La COVID a frappé en mars 2020. Alors, en mars 2020, j'étais ici, évidemment, à la maison, puis j'en ai profité pour faire soit des rénovations, j'ai décapé des meubles, reteint des meubles, etc., faire de la peinture. Puis je suis pas bon de mes mains, je suis très bon dehors là, pour faire les terrassements, mais contrairement à beaucoup d'hommes à Saint-Ferdinand, je suis pas tellement bon comme, entre guillemets, menuisier, là. Mais là, à force de travail, puis à force d'explication chez BMR, ben, j'ai réussi à faire quelque chose pour avancer. Mais toujours dans le cadre où j'étais seul, puis dans le cadre où j'avais rien, pas de pression, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas sortir de la maison presque.
Et puis, je me faisais un devoir là, d'écouter la conférence de presse du Dr Arruda, de M. Legault, puis de la ministre Lebel, concernant l'évolution des choses au niveau de la COVID. Alors, à un moment donné, en avril 2020, ils disent « Rien ne va plus, il nous manque 10 000 travailleurs. Il y en a 7 000 qui sont malades à cause de la COVID. Il y en a 3 000 qui ont démissionné parce qu'ils ont peur de mourir, etc., etc. On a besoin de votre aide. » Alors, j'ai envoyé mon CV à Thetford. J'ai envoyé mon CV à Greenfield Park sur la rive sud de Montréal, puis au CHUM. Pourquoi à Greenfield Park puis au CHUM alors que j'étais ici? Parce que ma conjointe avait une résidence à Brossard sur la rive sud de Montréal. Greenfield Park, c'était à 16 minutes de sa résidence, puis le CHUM, c'était à peu près à 20 minutes. Quand tu traverses le pont Champlain, là, tu pars de bonne heure le matin, c'est à 20 minutes, c'est pas loin. Alors, Thetford a dit que j'étais trop qualifié pour aller les aider. J'aurais aimé ça, j'ai dit, écoutez, moi, je vais éplucher les patates, s'il faut, à cafétéria, plier des draps à buanderie, laver des planchers, je vais faire ce que vous voulez que je fasse. Puis, ils me trouvaient trop qualifié. Puis finalement, c'est Greenfield Park qui a gagné la palme. Ils m'ont engagé. Puis je suis devenu agent de prévention contre les infections pour eux pendant une période de 2 à 3 mois dans ma tête. Ça a duré 5 ans jusqu'en mars 2025, excuse-moi. Pourquoi je te compte tout ça? C'est parce que j'ai été engagé un salaire très, très dérisoire, là, l'échelle salariale la plus basse, le niveau le plus bas dans l'échelle salariale. Mais j'ai donné le montant comme si, avec la même conviction puis passion que j'ai toujours fait dans le monde des affaires, alors que avec les fonctions que j'avais, j'étais très bien rétribué. Mais je l'ai fait avec la même passion, même si je gagnais pas cher du tout. Alors, c'est ça, pour moi, c'était une façon de redonner à la société. Les hôpitaux avaient très bien pris soin de mes parents lorsqu'ils ont été malades. Les soins qu'ils ont reçus étaient formidables. Puis leur conduite vers la mort a été supportée de façon extraordinaire par les médecins spécialistes, les infirmières, les préposés. Je voulais leur rendre hommage à ma façon de m'impliquer puis de leur dire merci. Alors, au niveau du travail communautaire, c'est comme si j'aurais fait 5 ans. Puis, au niveau ici, je suis impliqué au niveau de l'association du Lac-William comme membre, et puis je participe aux réunions. Et puis, c'est un peu ça là, qui si je peux dire, qui contribue mon esprit communautaire aussi. J'ai été coach de hockey pour mes enfants, coach de cyclisme. Alors, j'ai essayé de m'impliquer le plus possible pour donner du temps, même si j'avais des agendas assez chargés dans ma carrière de gestionnaire puis d'exécutif. Mais j'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour aider puis donner du temps. Puis que c'est important. Ben, c'est important. Tu sais, moi, j'ai été choyé par la vie. J'ai eu une belle carrière. J'ai bien été rétribué au niveau financier. Puis c'est important d'être en mesure de partager. Que ce soit simplement donner un livre. Des fois, je vais prendre une bière William, puis il y a quelqu'un qui est un peu plus éméché. Je fais attention, évidemment. Puis quelqu'un un peu trop éméché, ben je vais aller le reconduire chez lui. Ça va me faire plaisir. Puis c'est simplement un service là, de humain à humain, de transmettre du temps pour aider des gens. Puis c'est tout. Ça peut être un voisin aussi qui a besoin de sortir son quai, puis je l'aide à sortir son quai, etc., etc. Il faut aider, il faut partager dans la vie le temps qu'on a pour se sentir bien, parce que quand on partage, tu sais, c'est fou. On a du monde qui nous redonne au centuple après, puis je le fais pas pour recevoir après, tu comprends, Sacha? C'est réellement parce que c'est une sensation belle de donner, puis un point, c'est tout. Ah, c'est comme moi, là, en fait, là, j'ai tellement beaucoup de personnes, mais je m'attends à rien d'autre que je pourrais recevoir, fait que ça vient un petit peu me chercher pour ce point que tu viens juste de dire. Et tu vois, en vieillissant, là, plus tu vas continuer à donner, plus tu vas recevoir. Ça va être surprenant. C'est ça. Mettons que les élections, en fait, mettons si tu es élu ce soir, c'est quoi tes 3 priorités principales si tu es élu ce soir? OK. Premièrement, je crois sincèrement qu'il faut mettre de l'ordre dans le budget. À l'heure actuelle, on a de la difficulté à fermer les budgets de façon correcte. Je sais que mes concurrents disent qu'on a des beaux chiffres puis tout le kit, là, mais quand on regarde sur le répertoire des municipalités du Québec, en 2023, on a fait un déficit de résultats minime là, de 133 000. L'an passé, on était supposé faire un surplus de 188 000, puis M. Charlebois était obligé de nous annoncer au mois de septembre que la maison de Raymond Chabot de comptable avait renversé une écriture comptable qu'on avait faite par
erreur probablement, là. Puis que finalement, au lieu de faire un surplus de 181 000, on faisait un déficit de 500 quelques mille. Puis là, de façon qu'on est aligné à l'heure actuelle, on a une projection budgétaire beaucoup plus faible que ce qu'on a réellement dépensé l'an passé, puis en 2023, dans les secteurs de l'hygiène du milieu, c'est-à-dire l'eau, dans les secteurs de la voirie et du transport, puis dans les secteurs de loisirs et culture. On a un manque à gagner d'1 200 000. C'est un gros montant. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un déficit de cet ordre-là, mais pour l'instant, là, c'est comme s'il nous manque, versus le réel de ce qui s'est dépensé l'an passé ou l'année précédente, il nous manquerait 1 million de dollars. Ça ne veut pas dire qu'on va faire un déficit comme ça, mais c'est un petit peu préoccupant. Fait que le budget, là, c'est sûr que quand je vais arriver là, puis il y a aussi Yvan Fecteau qui est très fort aussi en finance et en chiffres, là, on va s'attaquer à ça pour voir exactement qu'est-ce qui arrive, d'où viennent les pertes ou les fuites, là. On comprend qu'à l'heure actuelle, le secteur de l'eau est un secteur qui est névralgique à cause de la situation qu'on connaît au niveau de l'eau potable. Ça nous coûte de l'argent au niveau des gens qui sont les inspecteurs, pas les inspecteurs, mais les ingénieurs dans le secteur de l'eau, les ingénieurs hydrauliques, etc., etc. Alors, c'est important de prendre ça en considération, mais c'est comme si, quand on a fait le budget, on n'a pas pris ça en considération en sachant qu'en 2025, on aurait composé avec ces sommes supplémentaires-là à dépenser. Alors, il faut se mettre le nez comme il faut là-dessus, il faut challenger les dépenses, il faut s'assurer d'avoir une gestion serrée au niveau du budget pour être en mesure de ne pas présenter d'augmentation de taxes aux citoyens. Parce que, tu sais, quand on défonce le budget, il y a deux façons. Soit qu'on va le chercher dans le vieux gagné pour se renflouer, soit qu'on dit, ben là, on va charger des frais supplémentaires aux gens, aux citoyens, parce que c'est le nouvel ordre de finances avec lequel on doit jouer. Puis ça, on veut réellement défier ça pour être en mesure d'abaisser le budget pour être capable de bien contrôler les taxes comme telles, là. Alors, c'est un petit peu ça. Alors, ça, c'est numéro 1 en arrivant. Numéro 2, mais en même temps qu'on va faire ça, c'est sur l'eau. Il faut mettre la pression pour s'assurer que le test de l'eau, le test Essudez, qui est un test, l'eau de surface d'un puits conjuguée avec l'eau de source du puits, lorsqu'elle se rencontre par osmose, de regarder la valeur de l'eau au niveau des pathogènes. Alors, ce test-là peut se conduire seulement en saison de transition, c'est-à-dire à l'automne ou au printemps. Alors, si on passe notre tour ici à l'automne, ou qu'on se traîne un petit peu les pieds pour X ou Y raison, ce qui peut arriver, c'est que si l'hiver part rapidement, comme il a parti l'an passé en novembre, fin novembre, ben on ne pourra pas être capable de partir le test, de faire le test parce que le sol sera gelé. Alors ça, il faut absolument faire ça avant la fin de l'automne, tout simplement parce que si on ne le fait pas là, ça va être reconduit au printemps. Et puis si on attend, par exemple, en mai 2026 à faire ce test-là, on a le résultat que seulement 6 mois plus tard. Alors, il faut absolument avoir le résultat en mai 2026 sur un test fait en novembre 2025, plutôt qu'attendre en novembre 2026 pour un test qui serait fait en mai 2026. Alors, c'est pour ça que c'est crucial de faire le test le plus rapidement possible, non seulement sur le puits de La Rochelle, d'Irlande, d'où vient l'eau à l'heure actuelle vers notre réservoir principal sur le 6e rang, mais aussi à partir des eaux qu'on a aussi qui proviennent des puits de l'hôpital pour comprendre si elles ont des pathogènes d'une certaine façon au niveau de la qualité de l'eau. Puis la troisième chose, c'est la Villa du Versant. Il faut s'assurer de faire accélérer le dossier. Ça fait tout près de 2 ans que Régent Vézina, le directeur, et le conseil d'administration poussent sur la municipalité pour faire avancer le dossier. Il y a à peu près une trentaine de familles ou de personnes seules qui sont en attente d'un logement à la Villa du Versant. Puis moi, je trouve un petit peu dramatique que des gens qui ont vécu toute leur vie ici, dans la nature luxuriante, avec les belles montagnes, le beau lac, la belle verdure, en fin de vie, soient obligés d'aller se parquer, entre guillemets, au centre-ville d'une résidence pour personnes âgées à Thetford, Victo, Plessis ou Princeville. Pas que c'est pas les belles villes en soi, mais c'est pas Saint-Ferdinand. C'est pas la même nature que Saint-Ferdinand. Alors, dénaturer des gens de Saint-Ferdinand dans des espaces qui sont très différents de ce qu'ils ont connu toute leur vie,
c'est un petit peu difficile en fin de vie, là. Alors, il faut accélérer ce processus-là pour s'assurer que l'augmentation de 16 logements soit approuvée le plus rapidement possible comme tel. Hier soir, c'était le débat des candidats au manoir du lac William. Oui. Il y a beaucoup de choses que j'ai vu que ça sortait, le centre multifonctionnel. Oui. Oui. Ça serait dans tes projets de ce que j'ai entendu hier. Oui. Écoute, à l'heure actuelle, l'hiver, moi, je suis membre d'un gym à Thetford, puis je joue au pickleball à Sainte-Sophie d'Halifax. Par contre, évidemment, là, ça serait le fun de pratiquer tout ça à Saint-Ferdinand. Ça, j'en conviens. À l'heure actuelle, les deux autres candidats préconisent quelque chose de neuf, complètement neuf. Bien, c'est parce que quelqu'un qui connaît le centre Sophia à Sainte-Sophie d'Halifax a l'image d'une église qui sert pour faire du sport, faire du badminton, faire du pickleball, une salle aussi de spectacle, une salle aussi pour faire des réceptions qui sert de restaurant de temps en temps durant l'été. Sauf que ça, c'est le centre multifonctionnel. Mais le centre multifonctionnel de Saint-Ferdinand, ce que M. Charlebois puis Mme Ouellette préconisent, c'est que non seulement il y a ça, mais en plus, il y a la bibliothèque, il y a un nouvel hôtel de ville, et en plus de ça, il y a un aréna. Bon, c'est beaucoup. C'est beaucoup de sous. C'est un projet très ambitieux. Puis tout ça arrive au moment où il y a toujours, malgré tout, la Maison du Sacré-Cœur qui est disponible. Mais là, Jean Bernier, je ne suis pas habilité ce soir, parce que je ne l'ai jamais visité, à qualifier la qualité d'habitation que la Maison du Sacré-Cœur peut représenter en termes de réutilisation. Mais par contre, c'est sûr que dans mes premiers jours, je veux aller me promener là pour voir qu'est-ce que ça a de l'air. Est-ce que c'est une bâtisse que ça vaut la peine qu'on présente un projet au CIUS pour s'en accaparer, pour faire quelque chose avec? Autrement dit, est-ce que ça va coûter trop cher de la modifier si on veut faire quelque chose avec? Ça, c'est un premier temps. Dans un deuxième temps, l'église est maintenant à vendre. Je pense que tu l'as su hier, là. Je ne sais pas si tu le savais auparavant. L'église maintenant, c'est un building du patrimoine. Il faut le sauver. Puis, il y avait un article dans la presse, il y a à peu près 3 ou 4 mois, en tout cas, c'était cet été, qui parlait des projets de transformation des églises au Québec. Et les seuls projets de transformation qui marchent au Québec au niveau des églises, c'est les projets qui sont chapeautés par les municipalités. Pourquoi? Parce que elle regroupe les besoins, puis les aspirations, puis les désirs des citoyens de cette municipalité-là. Souvent, quand c'est un promoteur privé qui arrive, qui fait l'acquisition de l'église ou quoi que ce soit, ben, il part dans une chire, il espère avoir des subventions pour ci, des subventions pour ça, puis si ça n'arrive pas, il laisse aller ça. Un exemple de ça, il est tout près de chez nous, à Vianney. L'église de Vianney a été acquis par quelqu'un dans le privé, mais tout ce qui arrive avec l'église de ce temps-ci, c'est des marches qui se démolissent, puis des rampes qui tombent sur le côté, puis c'est un petit peu en train de tomber en lambeaux. Est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose avec cette église-là? Le monsieur va faire quelque chose, je ne sais pas. Mais à l'heure actuelle, ça ne regarde pas bien. Alors, l'édifice que représente l'église ici, là, est un bijou du patrimoine dans le centre du Québec. C'est avec le lac, c'est probablement, puis le manoir du lac William, c'est probablement la plus belle représentation du village qu'on a. Puis il faut la conserver. La coquille est très belle, la coquille est solide. Je connais des gens qui travaillent comme Marc Guillet ou qui travaillent à l'entretien de cette bâtisse-là comme bénévole en continu. C'est très solide. Ce serait à nous à évaluer qu'est-ce qu'on peut faire avec l'intérieur de la coquille maintenant. Parce qu'on veut pas la transformer, on veut pas transformer l'extérieur. Mais s'il y a à transformer l'intérieur, il faudra avoir un projet en conséquence. Puis, par contre, ceci étant dit, moi, je veux malgré tout, parce qu'il faut respecter une partie de la population qui va encore à la messe, qui pratique sa religion catholique, il faut garder un espace, entre guillemets, sacré. C'est important d'évaluer ce qu'on peut faire avec l'intérieur de la coquille extérieure, là. Puis dans ça, il y a peut-être de l'espace pour le centre multifonctionnel comme tel. Ce serait toute une salle de spectacle, ce serait toute une salle pour faire du sport. Je pense que c'est assez grand pour faire, par exemple, deux terrains de tennis. C'est très grand, l'église, là. Mais il faudrait garder un espace sacré pour que les paroissiens qui sont encore pratiquants puissent avoir accès le dimanche à la cérémonie,
que les gens qui veulent faire baptiser leur enfant puissent avoir accès à une cérémonie, que les gens qui veulent se marier, que les gens qui ont malheureusement des funérailles à consommer puissent se rallier ensemble à l'intérieur du site. Alors, c'est pas juste une désacralisation totale du lieu. Je pense qu'il faudrait garder un espace pour respecter les gens qui pratiquent encore la religion catholique ici. Alors ça, c'est ça. Alors le projet, c'est pour ça que le projet de centre multifonctionnel, je le vois de façon un peu différente de mes adversaires parce que eux parlent d'utiliser de l'argent neuf, de l'argent frais pour faire tout ça de A à Z. La bibliothèque, bon, au Québec, un des problèmes qu'on a avec les enfants, avec les jeunes, c'est qu'on reproche beaucoup à nos jeunes de ne pas lire assez, de ne pas être assez portés vers la lecture. Je crois qu'avoir une bibliothèque à proximité de l'école, comme c'est à l'heure actuelle, c'est un atout formidable pour justement stimuler nos enfants, stimuler nos jeunes à lire en continu d'un roman à l'autre ou d'une bande dessinée à l'autre, chose qui serait peut-être plus difficile à faire si on relocalise la bibliothèque, quand même que ce serait dans un espace neuf, ailleurs, qui est plus éloigné, quand même que ce serait un peu plus éloigné, mais qui serait plus éloigné, qui aurait besoin d'un effort supplémentaire de marche ou de promenade à bicyclette pour aller chercher un livre, versus tu es à l'école, tu es en mesure de te réserver ta bande dessinée ou ton roman pour jeunes là, qui peut être disponible. Le seul hic qu'il y a dans la bibliothèque actuelle, je crois, c'est les marches. Les gens plus âgés ont peut-être de la difficulté avec le nombre de marches qu'il y a à monter pour aller là. Il faudrait examiner puis évaluer qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter leur faciliter la chose au niveau de la montée. Fait que ça, je pourrais dire ça pour ça. Au niveau de l'hôtel de ville, est-ce qu'on aurait réellement besoin d'un nouvel hôtel de ville? Est-ce que l'hôtel de ville actuel pourrait être agrandi vers l'arrière? Il faudrait examiner, mais c'est pour ça que toutes les pièces, quand on analyse chacune des pièces du centre multifonctionnel, si on les décortique, ben il y a une réponse à presque tout. Puis l'aréna, au final, ben moi, j'y crois pas beaucoup, là, parce que toutes les municipalités au Québec, qui ont, même à Princeville, M. Fortier a dit qu'il encourait des pertes là, de 5 à 600 000 par année pour garder son aréna. Et ça, même s'il loue beaucoup de glace, même si c'est une population beaucoup plus importante que Saint-Ferdinand, pour louer beaucoup de glace, et même organiser des tournois provinciaux de hockey, il encourt des pertes de 5 à 600 000. Alors là, est-ce qu'on va se lancer dans ça à Saint-Ferdinand en se disant on va faire des tournois, puis on va s'assurer que tout le monde de tous les âges commence à jouer au hockey pour louer la patinoire? Je pense que c'est peut-être pas responsable. Puis je sais que d'autres municipalités, Sacha, au Québec, même plus petites que Saint-Ferdinand, qui ont des arénas, mais chacune d'entre elles, crois-moi, souffre. Alors ça, on a une entente à l'heure actuelle avec la ville de Plessisville pour les équipes sportives. Puis moi, j'en profite, sans dire que c'est un sport d'équipe. Je pratique le pickleball. Tantôt, je t'ai dit que je faisais ça l'hiver à Sainte-Sophie. Mais l'été, je le fais aussi à Plessisville parce que, comme citoyen de Saint-Ferdinand, on a accès aux sports qui sont offerts par la municipalité de là-bas à cause pas une subvention, mais une contribution que la ville fait annuellement à la ville de Plessisville. Écoute, c'est 20 minutes d'ici, là, je suis pas mal à l'aise d'aller là du tout. Alors, comme tel, l'aréna, c'est un projet qui peut sembler emballant, mais qui pourrait être un gouffre assez spectaculaire en termes de coût d'opération annuel à maintenir. Alors, je ne suis pas contre parce que je pense que tout ce qu'on décrit dans le centre multifonctionnel, par exemple, si on a dit qu'on a besoin d'un nouvel hôtel de ville, c'est parce qu'on a besoin d'espace supplémentaire, peut-être qu'on peut augmenter l'espace de notre hôtel de ville actuellement. La bibliothèque, d'après moi, il faut que ça reste à l'école. Si réellement les personnes plus âgées ont de la difficulté avec les marches, peut-être qu'on s'organise pour faire quelque chose pour ça. Le centre multifonctionnel lui-même, c'est faisable facilement à l'intérieur de l'église qu'on a. D'après moi, on y arrive comme ça. Puis comme ça, on sauverait des coûts, puis ça serait moins coûteux en termes de coûts continus, récurrents pour la municipalité
à long terme. Ben, ça, on parle à plus de centres multifonctionnels, mais ça, on parle un petit peu pour les jeunes. Quelle place que tu pourras accorder pour les jeunes dans tes plans pour la municipalité? Très bonne question. Les jeunes dans la municipalité, premièrement, avec tout ce qui a été fait depuis, je dirais quoi, 5-6 ans, là, au niveau du parc à l'arrière de l'hôpital, tout ce qui a été fait pour les jeunes, c'est quand même formidable en termes d'espace disponible pour pratiquer diverses choses, que ce soit, je sais pas moi, le rollerblade, que ce soit le deck hockey, que ce soit le pickleball, le tennis, ces choses-là, même les parcs pour enfants là, qui sont plus adaptés pour les plus jeunes, là, c'est formidable. Moi, ce que j'aimerais, là, puis c'est dans notre programme, là, c'est s'assurer qu'on donne accès aux non-riverains, pour les non-riverains, au lac. Pour les jeunes familles qui sont ici, là, créer un espace là, réel. Puis je ne sais pas comment on va le faire. On a déjà des idées, là, puis ça va dépendre de où est-ce que la MRC veut nous amener sur certains projets, là. On a certaines choses en tête, mais je ne peux pas en parler tant que la MRC n'a pas dévoilé certains projets qu'ils ont pour consacrer un espace à... Ça ne pourra jamais être une plage de sable doré. On n'a pas ça. Et on n'a pas le droit d'arriver avec des trucks, entre guillemets, là, des camions, des voyages de sable doré, puis on met ça dans l'eau, puis on crée une fausse plage. Le ministère de l'Environnement nous l'interdirait. Mais il y a moyen de consacrer une portion de notre cours d'eau à créer un espace que j'appellerais piscine géante avec des terrasses géantes qui formeraient la piscine avec quelqu'un qui est responsable de garder la piscine au niveau de la sécurité pour s'assurer qu'on soit en mesure de créer un espace, surtout quand il fait très chaud, pour que les jeunes familles viennent sur cet espace terrasse-là relaxer, puis que les jeunes, et même les plus vieux évidemment, puissent plonger à même les eaux du lac pour pouvoir se rafraîchir. Puis ce ne serait pas seulement l'apanage des gens des riverains, ce serait l'apanage d'autres citoyens de Saint-Ferdinand, qui soient du village, plus haut dans le Vianney ou quoi que ce soit. Là. Mais à ce moment-là, tout le monde aurait son compte avec le développement d'un projet comme ça. Il y a beaucoup de... en fait, de qu'est-ce qui est arrivé hier, c'est que t'as comme pas fini ta phrase vu qu'il restait plus de temps pour parler, mais il y a beaucoup de rumeurs qui circulent qui disent que tu es contre les bateaux. Est-ce que c'est vrai ça? Non, c'est très... Je l'ai dit 3 fois hier, mais je vais le répéter. Moi, j'ai 2 embarcations. J'ai un quai tout près d'une centaine de pieds. J'ai 2 embarcations. Une embarcation de pêche, une chaloupe à pêche, puis j'ai un bateau ordinaire. J'ai pas un wake, mais j'ai un bateau. Puis j'aime beaucoup faire du bateau, relaxer avec mon bateau sur le lac, me promener tranquillement. J'aime aller pêcher. Puis jamais, mais au grand jamais, je vais discriminer les plaisanciers de bateaux, de type de bateau. Alors, que ce soit un wake, que ce soit un bateau comme le mien ou quoi que ce soit, d'aucune façon, je veux qu'on fasse une discrimination des genres ou des types. Puis, les wakeboats vont toujours être bienvenus sur le lac. C'est sûr que pour tout le monde, que ce soit pour les wakes ou même mon bateau, il faut qu'on se promène dans les zones qui sont propices à la navigation qui va faire en sorte qu'on ne fait pas de prolifération de myriophiles à hippie. Moi, j'en ai devant mon chalet de la myriophylle à hippie, puis je l'arrache à bout de bras là, une fois par été. Mais c'est sûr qu'il faut que je fasse attention quand je quitte ici pour pas rentrer à haute vitesse puis rentrer dans un bain de myriophylle à hippie avec le pied de mon moteur qui est bas pour déchirer tout ça, puis tout simplement créer une prolifération de myriophylle à hippie un peu partout autour de moi. Fait que ça s'applique pour les wakes, ça s'applique pour les chaloupes à pêche ou les pontons ou quoi que ce soit. Alors, tant qu'on respecte les normes puis les édits municipaux au niveau des respect des vitesses en fonction des bornes qui sont installées, il n'y a pas de problème. Là. Puis les wakes sont toujours les bienvenus sur le lac William, c'est sûr. On va parler un petit peu de tes qualités. Quelle est ta plus grande force en tant que leader? J'essaie d'être à l'écoute des gens avec qui je travaille. Je pense que c'est ça qui a fait ma force puis qui m'a aidé dans ma carrière parce que ça m'a permis d'impliquer les gens. En étant à l'écoute des gens, tu peux aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur un projet donné. Tu sais, on peut avoir
des idées en tête comme personne sur un projet. Par exemple, le projet tu me parlais de ce qu'on doit donner aux jeunes. Moi, je te parlais de l'appropriation du lac par les non-riverains. Je peux avoir une idée, en discuter avec mon équipe, puis mon équipe peut arriver avec d'autres solutions, d'autres idées qui sont différentes de la mienne. Puis à un moment donné, à force d'échanger, on échange dans le respect, évidemment. Là. C'est pas dire, hey, moi, mon idée est meilleure que la mienne, je l'ai eue dans ma tête en premier. C'est pas ça du tout. Là. C'est réellement être à l'écoute, comprendre les gens, comprendre leur motivation. Puis quand tu rassembles tout ça ensemble, tu es en mesure de créer un projet final dans lequel tout le monde, mais tout le monde de ton équipe, s'est senti redevable, s'est senti responsable, parce qu'ils ont tous créé ça en même temps. Je dirais que l'écoute, là, puis être capable d'être rassembleur autour de ça en même temps, je pense que c'est deux qualités, en tout cas, c'est deux qualités qui vont ensemble, là, qui m'ont permis d'avoir le succès que j'ai eu avec mes équipes au cours de ma carrière. Puis c'est ce que j'entends faire aussi à titre de maire, non seulement avec les conseillers, mais avec les citoyens qui vont se présenter au conseil de ville. Pour moi, c'est très important. Qu'est-ce que tu dirais aux citoyens qui hésitent encore d'aller voter à 2027? En fait, pour qui voter, maintenant? Moi, écoutez, c'est sûr qu'on est en démocratie. Je ne suis pas là pour démolir mes adversaires. C'est pas ça du tout, parce que M. Charlebois, quand même, il a servi la municipalité pendant 8 ans. Puis on connaît tous la détermination que M. Charlebois a pour nous garder informés à tous les jours. C'est presque du 24 heures sur 24. Là. Dans ta tête, tu dis, ce gars-là, il est-tu connecté au CB de la police pour aller courir les accidents comme ça? Il est presque le premier sur place, puis ces choses-là. Mais on connaît tous sa détermination, on connaît tous le don de soi qu'il fait pour nous garder informés. Puis Mme Ouellette aussi, pendant 4 ans, elle a servi avec ses forces, elle a servi avec ses qualités. Moi, j'amène un profil différent. Je suis un gestionnaire chevronné non seulement de formation, mais d'expérience, avec des expériences dans des entreprises très reconnues dans la province, au niveau du monde entier, puis au niveau de la province de Québec. Gérer sainement, puis gérer de façon serrée, j'ai connu ça à peu près toute ma vie. Sans ça, j'aurais pas pu garder mes emplois tout le temps. Là. Alors, il faut être en mesure de amener des compétences différentes à l'hôtel de ville. Puis je pense que avec le type de budget, ou hauteur de budget qu'on a à l'heure actuelle, on a un budget tout près de 7 millions de dollars. Il faut maintenant amener une gestion plus serrée, puis défier un petit peu l'ordre établi, puis défier un petit peu ce qui existe pour s'assurer qu'on ne laisse pas les choses aller qui vont permettre à un budget de s'enfler pour être obligé de forcer à augmenter le compte de taxes. Puis ça, c'est important, non seulement pour les riverains, mais c'est important aussi pour tout le monde ici. Moi, ce qui me fait le plus de peine, des fois, c'est de voir des riverains qui ont hérité de leur chalet de génération en génération, puis plus être capable de le garder. Moi, j'ai été chanceux avec ce que j'ai eu comme carrière. J'ai été en mesure de faire certains acquis au niveau pécunier qui font en sorte que je peux accepter les hausses de taxes qu'on a eues au fil des ans. Mais je sais très bien que ça ne s'applique pas à tout le monde. Puis c'est ça qui est désastreux, parce que quand tu as vécu ici toute ta vie, que ta famille et tes ancêtres viennent d'ici, c'est réellement dommage. Puis ça, c'est pour ça qu'il faut aussi essayer d'enrayer les hausses de taxes qui sont ici à Saint-Ferdinand. Un petit détail, par exemple, peut-être qu'on pourrait casser le nombre de paiements pour faciliter les choses aux gens de 3 à 4. À l'heure actuelle, tu peux payer ton compte de taxes d'une shot, ou tu le payes en 3 paiements. Mais pourquoi pas le payer en 4 paiements? Est-ce qu'on a besoin d'attendre tout le temps après l'argent, etc., etc.? Il y a peut-être moyen d'alléger le fardeau en continu des gens, puis de faire en sorte que ça soit un petit peu plus correct d'avoir à payer des taxes ici. Mais le but premier, là, Sacha, c'est réellement de diminuer le budget pour s'assurer de limiter cette augmentation de taxes-là. Si tu devrais résumer ton message de campagne à une seule phrase, ça serait quoi? Du travail. Du travail. Parce que ce qu'il faut comprendre, là, c'est que là, c'est beau. Là. J'ai un beau dépliant, je suis fier de mon dépliant, je suis fier de mon équipe. Ça, c'est
ce que je regrette le plus d'hier soir, quand tu dis on m'a coupé la parole parce que j'étais au bout de mon 3 minutes, ce qui m'a chagriné le plus hier soir, c'est de ne pas avoir pris le temps de façon très, très convaincante de dire à quel point je suis fier de l'équipe que j'ai réunie. Ça, là, c'est formidable. Le profil de gens qu'on a avec nous, là, est un profil, là, de haut niveau. Puis tous les gens au niveau de la gestion, il y en a 4 au moins qui ont des expériences de gestion très solides. Alors là, ça ne sera pas juste Jean Bernier qui va avoir l'idée de vouloir assainir les choses, mais je vais avoir 4 autres personnes minimum là, qui sont déjà habituées de vivre dans un camp comme ça. Alors, là-dessus, là, j'ai eu beaucoup de travail à faire parce que faut comprendre que j'ai eu beaucoup de non de la part de diverses personnes pour être avant d'avoir des oui des gens qui ont décidé de me faire confiance, de m'accorder leur confiance pour se présenter avec moi. Une des raisons pour laquelle ils m'ont accordé leur confiance, c'est que je pense qu'on partage tous le même intérêt pour les choses bien faites et le même intérêt aussi pour l'amour puis la passion qu'on a pour Saint-Ferdinand. Alors, ça nous réunit, les 7, même si on est différents, qu'on vient de milieux différents, on a cette même passion-là, puis on se réunit, tu sais, à tous les samedis matins au manoir pour déjeuner. On fait le point sur la semaine, on fait le point sur ce qui reste comme chose à accomplir dans ce qui s'en vient. Et puis, plus je véhicule dans ça, plus je suis fier de l'équipe qu'on a parce que les gens font des gains. J'ai fait beaucoup de porte-à-porte depuis 3 semaines. Là, c'est 7 jours sur 7. Alors, quand je te disais c'est du travail, c'est réellement du travail, beaucoup de travail. Puis, l'accueil est très bon et très solide. Ce qu'on a semé, là, je suis très fier de ce qu'on a semé parce que la récolte à l'heure actuelle est très positive. Aujourd'hui, j'ai rencontré une douzaine de personnes, puis je te dirais qu'au moins 8 là, étaient très favorables à ma candidature, à mon équipe. Il y a des places qu'on m'accueille, on dit « Monsieur le maire! » Non, je suis pas le maire tout de suite, là. Il me reste encore presque 20 jours à faire, là. S'il vous plaît, j'ai encore beaucoup de travail, là. Laissez-moi travailler, mais dites-le à vos amis si vous y croyez. Mais on m'accueille très, très chaleureusement. Fait que ça, là-dessus, j'ai travaillé fort, mais je suis content, je suis fier pour moi et mon équipe parce que je me promène aussi avec certains de mes conseillers, des personnes qui vont être conseillers avec moi. Puis l'accueil, que ce soit pour eux ou moi, est favorable. Alors, je suis content. Ça va bien, mais on ne lâchera pas, on ne lèvera pas le pied d'ici la fin de la campagne, c'est sûr. Ça. Et pour conclure, est-ce que tu as des derniers mots, dernières phrases que tu pourrais dire à tes futurs citoyens? Écoutez, la seule chose que je peux dire, c'est que si réellement vous êtes, comment dirais-je, si réellement vous êtes dû ou vous voulez du changement, vous avez seulement une voie. Parce que, malheureusement, Mme Ouellette est tributaire des reproches qu'on peut faire à M. le maire. Puis, je ne suis pas là pour le juger, puis la juger, mais il était sur le même conseil. Puis, en termes de leadership, le leadership, ça ne se gagne pas dans une élection. Tu n'arrives pas maire, puis tu dis « Hey, c'est moi le leader, c'est moi le chef, puis ça va marcher comme ça. » C'est pas ça du tout. Le leadership, ça se vit. À preuve, j'ai monté une équipe de 6 personnes. Mes 2 adversaires n'ont pas été capables de monter d'équipe. Je sais qu'il y a eu des efforts qui ont été faits, mais ça n'a pas été possible. Pour X raison. Mais je ne leur en tiens pas rigueur. Mais si réellement vous voulez quelque chose de différent, il y a seulement une alternative, le 2 novembre ou le 26 octobre. C'est l'équipe Jean Bernier. C'est tout. Malheureusement, Mme Ouellette est tributaire des résultats du Conseil global. J'aurais aimé ça qu'elle puisse influencer ses collègues sur des règlements, sur des votes qui ont été passés au fil des 4 dernières années. Ça ne s'est pas passé comme ça. Puis, je crois qu'on est capable de faire beaucoup mieux avec les 6 candidats qu'on a comme conseillers ici et avec moi comme maire à la mairie de Saint-Ferdinand. Ben, merci beaucoup, Jean. C'est encore très apprécié que tu aies accepté mon invitation. Puis, je te remercie encore pour ça. Sacha, sache que c'est moi qui dois te remercier beaucoup du fond du cœur. Puis j'espère que je n'ai pas été trop long, mais à tout égard, j'ai apprécié chaque moment avec toi. Merci beaucoup pour les questions très pointues. C'est parfait comme ça. Merci beaucoup, Jean. Merci, bonne fin de soirée.